La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». C'est moi, Mandastico. Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie. Salut, c'est Daouka et bienvenue pour cette sorte de podcast, on pourrait dire. J'ai pas trouvé de nom, j'ai réfléchi un peu, là j'ai galéré. Enregistré, alors je vais partir, j'avais envie de parler un peu d'un film. Un grand film que vous connaissez tous sûrement. Et ce film, c'est Fight Club. Alors pourquoi parler de Fight Club ? Parce que Fight Club, plus je le revois, plus j'ai envie de le revoir. C'est-à-dire que à chaque fois que je le vois, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas comprises, que je pourrais redécouvrir dans le film. Comme la dernière, là je l'ai revu pour la 6e fois il y a une semaine. Et je me suis rendu compte pour la première fois de la musique. J'avais jamais remarqué la musique de Fight Club. Je me souvenais que de la musique du générique de début et de la musique du générique de fin. Donc les seuls moments où il n'y a pas vraiment d'histoire en fin de compte. Même si à la fin quand il y a le film finit par une musique des Pixies, par Where Is My Mind. Et sur cette musique, en fin de compte, même là, ça raconte encore un peu une histoire parce que dans Fight Club, tout, même ce qui ne paraît pas raconter l'histoire, en raconte une. Même au moment du générique, vous verrez quand la dernière musique commence, quand Where Is My Mind commence, c'est encore l'histoire parce que la réplique de fin du film est sur cette musique. Et donc la première scène qui se passe, si vous l'avez pas vu, on voit ça commence dans le cerveau du narrateur. Je reparlerai peut-être plus loin du narrateur si j'y pense. On voit ses neurones et tout son corps, et la caméra recule pendant qu'il y a une musique de début techno un peu bizarre que je trouvais vraiment génial et que je connaissais déjà, que je réécoutais déjà de temps en temps. Et la caméra recule, donc au bout d'un moment elle sort de son corps, on finit par voir ses poils à l'extérieur jusqu'à remonter et qu'on voit sa tête. Bon. De toute façon, tout ça en un long plan que je trouve merveilleux. Et donc c'était les deux seuls moments que j'avais remarqué la musique de Fight Club. Je savais pas trop ce que j'allais dire. Les deux seuls moments que j'avais remarqué la musique de Fight Club, donc au début et à la toute fin du film. Et là, la dernière fois que je l'ai regardé, j'allais dire écouter, peut-être lapsus. Et je l'ai regardé donc pour la première fois, la 6e fois que je l'ai vu en version originale et sans sous-titres. Ça fait plus pur sans sous-titres. De l'eugénisme du film. Et ouais, donc le film, en écoutant uniquement la musique du film, si on fait bien gaffe, je me suis rendu compte que je connaissais toutes les musiques. Toutes les musiques, je les connaissais et je n'y avais jamais fait gaffe. Et qu'en fin de compte, après, je me suis mis
elle m'y intéressait plus cette musique de plus près, donc je suis allé écouter la BO et je me suis rendu compte chose encore plus étrange, même pas vraiment finalement. Bon, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, plus tard. Je me suis rendu compte que je connaissais toutes les musiques et surtout que j'arrivais à savoir de quelle scène venait chaque musique. Et ça, je trouve ça fantastique parce que ça veut dire que je connais toutes les musiques sans jamais avoir eu l'impression de les connaître. Qui veut dire, et c'est là que j'avais utilisé déjà plus tôt, ce qui veut dire que le film est quand même très bien fait, que même la musique s'intègre parfaitement bien au film. Ce qui fait pour moi que c'est un des meilleurs films, si ce n'est le plus grand film que j'ai vu à l'heure actuelle. Celui dont je me souviens le plus et qui m'intrigue le plus en tout cas. Et donc tout ça de voir le film, de comprendre tout ça, et j'ai eu envie de lire le script. Ça fait bizarre de lire un script, on a vraiment pas l'habitude. Là je parle déjà plus du film en fait. Je parlais un peu de la musique. Mais donc même en lisant le script, la nouvelle chose qui s'est passée, c'est que j'entendais les musiques du film. Et donc, en général, on dit que les musiques d'un film sont bien quand on les remarque pas. Je suis pas tout à fait d'accord, mais pour ce cas particulier, je pense que c'est plus que vrai. Parce que quand on remarque pas les musiques d'un film, on va pas se mentir, c'est souvent juste qu'il n'y a pas de musique de film, qu'il n'y a pas une bande originale marquante, quoi. Et donc les bonnes bandes originales de films, quand même, pour moi déjà c'est celle qu'on peut remarquer après coup. Par exemple, j'aime beaucoup la bande originale d'Interstellar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bande originale de films que j'aime beaucoup? Il y a toutes celles de Pulp Fiction, des films de Tarantino. Là, c'est plutôt des musiques qu'il a récupérées un peu ailleurs. C'était In the Panda qui avait dit, on a un peu l'impression que Tarantino il va prendre ses musiques un peu pour ses films selon ce qu'il écoute, selon la playlist qu'il a en ce moment. Je pense qu'il y a un peu de ça. Même s'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tarantino, c'est quand même un très grand. Et où j'en étais, j'en ai aucune idée en fait. Mais donc ouais, Fight Club. Fight Club est un assez bon film pour qu'on ne se rende pas compte des détails. On ne voit que la globalité de Fight Club. Et moi, je pense que ce qui me fascine, ce qui fait que je le revois aussi souvent en fin de compte, c'est que c'est vraiment que j'essaye d'aller trouver les détails, de comprendre pourquoi il a fonctionné aussi bien sur moi la dernière fois. Parce que la première fois que j'avais vu Fight Club, je crois que c'était un soir. Non, il était pas même 22h dans la chambre, je ne sais même pas pourquoi je suis allé voir Fight Club. En fait, si, j'étais allé le chercher parce que j'avais dû en entendre parler avant. Et je l'ai laissé, le lecteur a commencé le film. Et j'ai pas pu décrocher, et ça me le fait à chaque fois. Parce que forcément je l'ai beaucoup revu après. Et ça m'a bluffé, ça m'a bluffé comme film. Enfin, compte qu'il n'y a pas une seule scène
Il n'y a pas une seule scène de Fight Club qui soit pas bonne. Alors même s'il y en a, il y en a quelques-unes qui sont un peu moins marquantes peut-être. Je trouve que dans chaque scène du film, il y a quelque chose. Chaque scène apporte quelque chose, apporte son lot de... Même son lot de bonnes répliques, son lot d'idées. Et c'est le plus important, c'est ce qui m'a tenu, c'est ce qui a tenu tous les gens pour regarder le film, tous les gens qui le revoient comme moi souvent. Que ouais, Fight Club, je l'avais revu après, pareil, j'avais fait exactement pareil. Je l'ai lancé parce que j'avais envie de le lancer, quoi. Et je suis resté, j'ai regardé la première scène, j'ai regardé celle d'après, et bah non, j'ai regardé tout le film. Et c'est comme ça à chaque fois pour Fight Club. C'est mon chien qui gueule. Alors, et quoi d'autre? Il y a tellement de choses à dire sur ce film que c'est... Où est-ce que je veux en venir? De quoi parle Fight Club, peut-être, ouais. Est-ce que Fight Club est un film sur la boxe? Est-ce qu'on m'a dit ça une fois quand je l'ai revu je l'avais déjà vu 2 fois, Fight Club. Et il y a 2 ans, on devait parler, on avait un devoir en allemand. Je m'en souviens très bien. C'était il y a 2 ans, j'étais en seconde. On a eu un devoir en allemand. Et on devait présenter un film à la prof pour lui donner envie. Alors en allemand, évidemment, on ne pouvait pas dire des choses très 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 complexes. Mais on s'était tous pas mal laissé prendre au jeu. Je pense que il y en a beaucoup qui sont moins laissés prendre au jeu que moi. Moi, je m'étais pris un après-midi. J'ai regardé le film en prenant quelques notes, quoi. Mais j'étais surtout sur dire que la société de consommation, qu'est-ce que ça dit. Et j'avais montré ça donc à mon beau-père qui parle allemand. Et sa réponse ça a été qu'il trouvait ça formidable d'avoir réussi à parler de Fight Club sans parler de boxe. Là comme ça j'étais un peu interrogatif parce que pour moi Fight Club ça ne parlait pas du tout de boxe et j'avais même pas capté ça en son compte. Pour moi ça avait jamais été un film de boxe, même si et maintenant je le comprends un peu, les gens qui veulent pas voir ce film et les gens qui l'ont vu il y a longtemps, qui le considèrent comme un film sur la boxe, au même titre que Rocky. En fin de compte, Rocky c'est un film d'auteur sur la boxe, mais pas vraiment, ça parle pas de boxe. Rocky c'est un manga. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est le type qui s'entraîne, qui a un objectif impossible et qui va tout faire avec le pouvoir de la volonté un peu quelque part pour atteindre son objectif. Et c'est vraiment ça Rocky. C'est l'objectif. C'est comme dans énormément de mangas de sport. Le sport, on s'en fout, ça peut bien être un truc sur la pétanque, sur le foot ou j'en sais rien, moi, sur le basket. J'en connais pas beaucoup des mangas de sport, il faut que je l'avoue. Mais ça va souvent être génial. Peu importe le sport, peu importe si on n'a jamais fait du sport dont il est question. Et ça pour une raison très simple, parce que comme pour Rocky, c'est pas l'objectif sport. L'objectif de Rocky, c'est de battre Creed, de battre Apollo Creed. C'est juste son objectif. Et c'est ce qui va le conduire à grandir, à surpasser.
Et c'est ça Rocky. Rocky, c'est un chemin. C'est un chemin vers devenir quelqu'un qui est meilleur, qui est plus accompli, qui a fait quelque chose dans sa vie. Et pour en revenir à Fight Club, c'est un peu la même chose. Fight Club ne parle pas de boxe. Le Fight Club, quand ils créent, ils font le début. Alors, ça commence à 45 minutes. Donc, Fight Club, on ne peut pas en parler vraiment sans spoiler. Dire ce que c'est sans spoiler, c'est assez compliqué, même si on le comprend assez vite. Quand on regarde le film, dans les 5 premières minutes, quoi. 10 premières minutes peut-être. Parce que. Mais bon, n'empêche que quand il crée le Fight Club, c'est au bout de 3 quarts d'heure, un tiers du film. C'est Tyler fait au narrateur. Vas-y, tape-moi. Pourquoi je devrais te taper? Vas-y, tape-moi, tu t'es jamais battu. Et c'est là qu'il commence à se battre parce qu'il trouve ça génial. Et pour moi, c'est là vraiment qu'on peut comprendre, qu'on peut avoir une amorce de ce dont parle Fight Club. Fight Club, c'est des gens qui se battent. Et ils se battent pas pour se battre, pour être violents. Ils se battent plutôt contre quelque chose. Mais à un moment, ils disent, juste après le combat, alors ça je sais même pas si c'est vraiment dans le film parce que je l'ai lu dans le script, c'est juste après avoir fini leur combat, ils disent, Tyler leur demande au narrateur contre qui tu te battais, il lui répond contre mon boss. Donc ils se battent pas entre eux, ils se battent contre ceux qui les oppressent, contre des gens peut-être qui mériteraient plus, et leur adversaire incarne ce contre quoi ils veulent se battre. Et Fight Club ne fonctionne que sur des petits trucs comme ça. Fight Club ne fonctionne que sur des métaphores. Fight Club, c'est que ça. Fight Club, c'est la boxe dans Fight Club, c'est une métaphore pour se battre. Quand on dit bats-toi dans la vie, c'est pas bats-toi physiquement. C'est un conseil pour dire te laisse pas faire, quoi. C'est affirme-toi. Si t'es oppressé, voilà, oui, bon. si t'es oppressé, si tu dois pas, s'il y a des injustices, voilà, peut-être plutôt ce que je cherchais. S'il y a des injustices que tu veux pas subir, tu vas te battre, tu vas faire en sorte qu'elles n'existent plus. Tu vas faire en sorte que tu vives mieux. Alors parce que on n'a pas à les subir, personne n'a à les subir. Et Fight Club, c'est que des gens qui se battent, comme la métaphore qu'on utilise, en fin de compte. Et là, dans le film, ils vont beaucoup se battre contre la société de consommation, contre la société dans laquelle on est, qui nous pousse à consommer, le coût des gobelets Starbucks qui apparaissent dans chaque scène. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je pourrais refaire quand je reverrai le film. Et c'est de capter tous les moments où on voit un gobelet Starbucks. Mais ouais, même le film je voyais ça peut-être un peu comme une contradiction. Mais remarque, c'est peut-être pas exactement ça, la contradiction, comme quoi il y a un gobelet Starbucks dans chaque scène, parce que justement, s'il y a un gobelet Starbucks dans chaque scène, c'est pas un placement de produit, c'est quelque chose de plus confond. Et au début, je le voyais comme montrer que même ce que le film montre, en fin de compte, c'est une contradiction avec ce que le film est, c'est-à-dire un produit de consommation.
Il y a un peu de ça, effectivement. Mais plus encore, c'est montrer que le film le film est enclavé dans cette société de consommation comme le cinéma, et lui-même, ce qu'il montre dans le film, c'est prouvé justement par ce qu'il est. Et le voir comme ça, ça fait vraiment que utiliser parce que je sais plus ce que je voulais dire, mais ça montre bien que il faut, si on doit utiliser, tant qu'à utiliser des placements de produits, tant qu'à utiliser la pub, bah, autant la dénoncer au passage. Et c'est pas mal ce que fait Fight Club. De montrer des choses, alors de critiquer des choses tout en faisant partie. Là, je pense à une réplique de Tyler qui fait on nous fait croire qu'on deviendra tous des stars hollywoodiennes, qu'on deviendra tous des mannequins, qu'on sera des mannequins, mais c'est un mensonge. Sauf que justement pour Tyler, pas vraiment pour Tyler, mais pour l'acteur, pour Brad Pitt, pour Brad Pitt, ça c'est pas une erreur justement pour lui, vu que c'en est une de ça. Alors je crois qu'au moment de Fight Club en 99, il l'était pas autant que maintenant. Alors je sais pas trop, j'étais pas né. Mais il me semble qu'il a été connu plus tard. Alors je sais pas vraiment par quel film trop. L'avoir vu dans les Ocean. Non, je sais vraiment pas dans quel film trop il a joué. Si, il avait joué dans Seven, mais Seven, je crois que c'était avant déjà Fight Club. Donc, conclusion, avant Fight Club, il était déjà connu grâce à Seven. Et oui. Et donc Brad Pitt fait partie de ce système, et son personnage critique ce système de dire vous deviendrez Brad Pitt. Donc Tyler Durden, joué par Brad Pitt, vous dit vous ne deviendrez pas Brad Pitt. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Je suis parti loin. Je suis parti trop loin. Là, je suis dans la phrase au super, je crois. Je sais plus. Je vais peut-être revenir plus bas. Donc voilà, Fight Club, Tyler, Brad Pitt, contradiction. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres avant. J'avais écouté la musique de Fight Club que j'avais trouvé géniale. J'avais est-ce que je spoil? Que pour montrer que Fight Club est une grande métaphore, il y a un truc quand même, rien que dans le concept du film, dans le concept du retournement du film, de la révélation finale, quoi. Faut pas connaître la fin de Fight Club, façon Sixième Sens, façon plein d'autres films. Bah Seven, justement, j'en ai parlé juste avant. D'ailleurs c'est marrant, tiens, j'ai remarqué que Seven c'est un film de David Fincher, et David Fincher c'est bien évidemment le réalisateur de Fight Club. Mais ouais, la fin de Fight Club explique beaucoup de choses. Alors je pense que je devrais avoir d'autres choses à dire peut-être avant de spoiler, avant d'en passer ce qu'est réellement le film.
Parce que ce qui est réellement le film n'est pas éloigné de ce qu'on en voit quand on le voit la première fois, si on ne le voit pas comme un film sur la boxe, évidemment comme je l'ai dit avant. Mais de toute façon, c'est des films, pareil comme c'est pareil que Rocky, je pense. Excusez-moi. Que les gens qui ont vraiment vu le film ne peuvent pas le prendre pour un film de boxe. On le voit comme ce qu'il est, quoi. C'est un film sur montrer la folie de l'homme, montrer que la société de consommation dévore des... les choses qu'on possède finissent par nous posséder, voilà, très juste dans Fight Club. C'est ce qui fait, ouais, c'est ce qu'on voit, on est tous dépendants. Je pense qu'on est beaucoup, en tout cas, à être dépendants de notre ordinateur, notre téléphone, beaucoup de gens des réseaux sociaux. Alors moi, pas trop, j'essaie de m'en éloigner, j'ai toujours essayé de pas trop y aller. Mais dépendant des réseaux sociaux maintenant, dépendant de la télévision avant, plus à l'époque de Fight Club, on est dépendant d'Internet. Sur Internet, on s'imagine même plus vivre sans Internet maintenant. Comme avant, on ne pouvait pas s'imaginer vivre sans télévision. Et avant, plus compliqué, il y avait des gens qui je suis persuadé qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'imaginer vivre sans livre. Et voilà, on en est dépendant. Et Fight Club va montrer comment s'en libérer. Comment se libérer de la société de consommation. Comment s'en libérer, c'est simple. On n'achète plus rien. On crée le Fight Club. Le Fight Club, c'est aussi... Je dis ça, c'est faire un truc que la société ne comprend pas, que la société ne veut pas. C'est exactement ça, sauf que les gens qui sont à l'intérieur, pour la première fois, ils se battent vraiment. Donc ils ont la sensation de s'être battus contre leur patron, de se battre contre les gens. Et il y a pareil une autre phrase, un autre moment dans Fight Club. Une fois qu'on est allé au Fight Club, plus rien ne vous fait peur. Avant, le narrateur était vraiment dominé par son patron. Il faisait tout ce qu'il voulait. Et d'un coup, il va au Fight Club, il en a plus peur. Il s'en fout. Il a une force, c'en est beau. J'aimerais beaucoup faire ça, beaucoup pouvoir être aussi détaché. Et quelque part, ouais, c'est pas socialement acceptable. On va nous mettre dans des cases comme quoi on n'est pas adapté socialement. Comme quoi on peut tout simplement on peut pas vivre dans la société si on s'y conforme pas, simplement. Et lui finit par se barrer de cette société de consommation parce que son appartement où il avait tout va finir par cramer. Et quand on n'a plus rien, c'est quand on est au fond du gouffre qu'on peut vraiment commencer à se battre. Alors il y a une phrase comme ça. Là je me souviens plus vraiment de comment elle est formulée dans le film, mais c'est quelque chose comme ça. Ouais. C'est seulement quand on est au fond du trou qu'on peut se relever, être plus haut. Et parce qu'on a un appartement brûlé où il avait probablement toute la collection de meubles Ikea, comme on voit là, une scène du début, pareil. Enfin, de toute façon, je pense que si vous écoutez ça, là, on est à une demi-heure. Là, je m'entraîne pour réussir à en dire des conneries pendant une demi-heure. Et ouais, au début du film, avec le truc du catalogue Ikea, où tous les meubles apparaissent,
quel objet me représente autant de personnes, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ce que cherche à dénoncer le film. Et on l'a dès les premières minutes, et en fin de compte, le film transpire ça. Il transpire le fait de dire que la société de consommation nous a dévoré, nous dévore. Après qu'on y est asservi. On peut plus se débarrasser de la société de consommation. Et en montrant ça, montrer que la société de consommation, on peut plus s'en séparer, mais on a l'impression qu'elle nous fait que c'est ce qui va nous rendre heureux. C'est ce qui va faire notre vie. Sauf que non, faire notre vie. La société de consommation a ça de bien qu'on peut avoir à peu près ce qu'on veut assez rapidement. Mais la société de consommation a cela de très mauvais qu'on peut très vite passer à une société de surconsommation. Et la société de surconsommation, c'est acheter des merdes dont on n'a pas besoin. Bosser un travail dont on n'a pas envie pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Pareil, c'est une réplique du film pour s'acheter des merdes dont on n'a pas besoin. Et le film va pousser ça jusqu'à l'extrême, quoi, montrer un personnage qui est totalement... Mais le narrateur, il a même pas de prénom. Alors, j'avais une théorie d'ailleurs à propos de son prénom. Qu'à un moment, il trouve un bouquin dans lequel il y a plein de petits textes où il dit je suis la tumeur cancéreuse de Jack. Je suis la vessie de Jack, je suis le parasite du cerveau de Jack. Et là, je m'étais dit, peut-être 4e, 5e visionnage, mais en fait, là, ce qu'il lit, c'est une projection de ce que lui ressent. Donc je me suis dit, en fin de compte, il s'appelle peut-être qu'il s'appelle Jack. Non, je l'avais même pas j'y avais même pas pensé pendant que je le regardais. J'avais pensé pas mal de temps après. Je crois que je rentrais chez moi en plus. J'étais en train de marcher pour rentrer chez moi du lycée. Et j'ai pensé à ça, et donc je pense que le personnage, le narrateur, s'appelle Jack. Et effectivement, en lisant le script, alors là j'ai commencé tout juste à lire le livre Fight Club, et je pense que le nom, que son nom est peut-être pas mentionné non plus dans le bouquin. Mais à mon avis, il y avait quand même ce truc avec Jack. Ou alors peut-être qu'il s'appelle Jack, mais vu que dans le script original du film, les organes de la personne dont il parle ne sont pas les organes de Jack, mais sont les organes de Joe. Donc, le film fait dire que le réal ou peut-être probablement peut-être le scénariste a eu l'idée peut-être plutôt de dire que c'était Jack parce que le personnage, le narrateur dans le script original s'appelle Jack, et je pense plutôt que c'est une convention pour pas mettre le narrateur à chaque fois parce que c'est long et que 4 lettres c'est plus court. Je pense qu'il y a énormément de chances que ce soit ça. Sauf qu'ils en ont profité pour changer le nom au passage des organes de Jack. Et donc le narrateur, je trouvais que la symbolique était géniale, qu'on n'ait pas le nom du narrateur. Est-ce que
C'est vraiment quelqu'un qui a... Il a plus de personnalité, sa personnalité c'est les meubles Ikea. on est assez bas, le super réfrigérateur, tous les meubles. Je sais pas combien il en a dans le film, mais on en voit 15 000 de... 15 000, non, peut-être un peu fort, mais il y a une trentaine de meubles Ikea qui apparaissent dans le plan où la caméra tourne. Et on voit chaque meuble qui apparaît un à un dans le salon. Comme si c'était sa personnalité, quoi. Et le fait qu'il ait pas de nom, le personnage ça peut être n'importe qui a servi à la société de consommation, n'importe quel spectateur. C'est pour ça aussi que le personnage a plein de noms quand il va dans ses groupes de soutien. Un coup, non, je sais même plus d'ailleurs. Il donne plein de noms. Il donne plein de noms et à un moment il y a Marla Finger qui lui demande lequel de ces stupides noms est vraiment le tien. Lequel de tous ces noms que tu utilises à ces groupes de soutien est vraiment le tien. Et peut-être un peu tous en fait. Le jack du script, à mon avis, c'était pas forcément intentionnel, mais je pense que au début dans le script c'était vraiment fonctionnel, plus pratique. Et que finalement, vu qu'ils avaient un nom, ils ont pu ajouter quelque chose avec les organes, tous les organes, le nom du propriétaire des organes. Un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ouais. D'ailleurs, pourquoi ça aurait pas été Joe? Il aurait pu appeler le personnage Joe. Alors, ça aurait été peut-être trop long pour changer tous les trucs sur le script. Je sais pas. Et donc ce personnage-là, le narrateur peut être n'importe qui. Le fil de ma pensée, là, je ne l'ai plus du tout. Je le retrouve pas. Donc, on est sûr. Le personnage, on ne prononce pas son nom, il n'a pas de nom, c'est un narrateur. J'essaye de trouver des combines, mais ça fonctionne pas vraiment. Il faut combler les vides tout le temps. Sinon ça va être long. Et là déjà je pense que c'est très long. Mais donc ce narrateur qui n'a pas de nom, il rencontre Tyler Durden. Ah, c'est peut-être là que je voulais en arriver en fait. Et il rencontre Tyler Durden et ça voilà, ah, bon, c'est bon, oui, ça faisait longtemps, ça doit faire un quart d'heure que j'ai commencé à faire mon truc là. Après en fin de compte, tous les meubles qui représentaient sa personnalité, alors qu'on a bien vu que le narrateur n'était personne, tous ces meubles, tout son appart crame, tout son appartement brûle, tous ces meubles avec. Il y a des meubles il y a même un meuble, je crois, qui tombe de la fenêtre. Je sais pas comment. C'est une fuite de gaz. Peut-être. Pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être juste les pompiers qui sont en train d'éteindre le feu. C'est possible que... Des fois je découvre des trucs sur le film en parlant. Mais ouais, là il perd peut-être sa personnalité qui n'existait pas, qui était juste forgée par la société de consommation, peut-être un peu aliénante. Et il va alors rencontrer... il le rencontre un peu avant Tyler. Mais disons qu'il va peut-être aller comprendre plus Tyler, et il va aller habiter chez lui, et là, à ce moment-là, il se libère de la société de consommation, et il change, il devient quelqu'un d'autre.
Il est dans une maison qui a pas l'électricité, qui a pas l'eau courante, qui a rien quoi. C'est totalement en dehors de la société de consommation. Cette maison là, de cette maison là, ils vont aller au bar, ils vont se battre. Ils vont aller au bar, mais c'est leur repère. Ça va devenir un endroit où il y a énormément d'autres gens vont venir. Ce qui se passe plus tard avec les membres du projet Chaos, qui sont tous ces gens-là du Fight Club, qui veulent changer, qui veulent plus se contenter de se battre métaphoriquement, quoi. Ils veulent vraiment faire quelque chose. Ils rejoignent le projet Chaos pour créer une nouvelle société. Donc ils sont contre la société, mais ce qu'ils font, c'est créer une nouvelle société. Et pas que juste, ils se contentent pas de créer une nouvelle société, ce qu'ils font, c'est créer une société qui est exactement l'inverse, qui se veut exactement l'inverse de ce qu'est la société de consommation actuelle. C'est ça vraiment pour moi la beauté de ce truc, parce que ça montre que même une société inverse, finalement, de ce qu'on en voit, c'est à moitié fasciste, quoi, le truc. On a vraiment l'impression que c'est des néo-nazis. D'ailleurs, il y a un des personnages qui fait partie du projet Chaos, qui est blond aux yeux bleus. Je pense pas que ce soit anodin. Enfin, avant je pensais que c'était anodin, mais pas depuis 10 secondes, étonnamment. Et ouais, montrer au fond, et ça c'est pas une question c'est pas quelque chose que pose le film, c'est plutôt quelque chose que je pense que on se pose en regardant le film, justement. C'est est-ce que créer une société qui serait exactement l'inverse de celle-là, ce serait pas bien pire? Et par là, ça montrera le contraste entre les deux sociétés. Donc quelque part, faut trouver un juste milieu entre le narrateur, comme il l'est au début, et les membres du projet Chaos qui sont asservis. Le narrateur au début du film qui lui a servi à la société de consommation, et les personnages du projet Chaos qui s'étaient libérés quelque part de la société de consommation, qui sont asservis, mais totalement. Ils sont asservis, on a l'impression que c'est presque plus les humains, ils réfléchissent plus, à part Bob. Mais Bob c'est peut-être un peu particulier comme personnage. C'est un cas à part parce que le narrateur le laisse. Le narrateur lui explique comment rentrer. Alors que tous les autres gens du projet Chaos attendent devant la maison sans rien en attendre. Enfin, je vous resitue, peut-être que vous voyez pas forcément. Mais tous les excusez-moi, tout. Il y a un moment du film à partir duquel il commence à recruter les gens pour le projet Chaos. Et donc à ce moment-là, pour venir s'entraîner, comme il dit, pour pouvoir venir s'entraîner, il faut rester sans boire, sans manger devant la maison pendant 3 jours. Et il faut leur dire qu'ils peuvent pas venir, trop gros, trop jeune, trop vieux, trop gros. Et Bob, dès qu'il arrive, on lui dit trop gros, il se barre. Sauf que le narrateur retourne le voir et il va lui dire attends, je vais t'expliquer. Enfin, et il lui explique ça, justement.
qui prennent les gens qu'au bout d'un certain moment. Alors que tous les autres gens qui vont être pris, les autres gens qui vont être pris, ils n'attendaient rien en venant ici, sans boire, sans manger. Ça veut dire, je pense que peut-être tellement désespéré, il y a un endroit où on dit peut-être. Tu peux t'entraîner là, mais on leur explique pas comment, pourquoi ils recrutent. Et si c'est beau au début. peut-être un peu moins ce qu'ils en font après. Et Bob, qui est donc un peu à part, il va pas vraiment être au même niveau que les autres, parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Il a eu la solution. Vous êtes dans un jeu, vous allez chercher la solution et après on vous dit félicitations. Il y a peut-être un peu moins le fort sentiment d'accomplissement que vous auriez eu si vous n'étiez pas allé voir la solution. Et ouais, ça je l'ai pas mal vécu. Avec des jeux vidéo, on me rend compte qu'en fait les énigmes étaient très simples, notamment dans les professeurs Layton et dans Phoenix Wright. Mais ouais, donc c'est un personnage qui n'est pas là parce qu'il n'attendait plus rien du reste. Bob. Et avec tout ça, je sais plus du tout ce que je voulais dire sur Bob. Je voulais juste montrer que Bob n'était pas un personnage comme les autres. Oui, voilà. Tous les personnages. Mais sauf qu'il y a justement après, ces personnages qui attendent plus rien de rien arrivent ici et ils deviennent ce qu'on leur dit d'être. Donc c'est encore pire que la société de consommation. Au moins on peut choisir ses meubles pour être quelqu'un. Parce que ils leur mettent un truc dans la tête et il y en a pas qu'un peu, quoi. Si vous avez vu la fin du film, la fin c'est un truc de fou. On a l'impression que tous les hommes, au moins des États-Unis, quoi, font partie du projet JKO et vont Fight Club. Et pour moi, le seul qui garde encore une personnalité jusqu'à la fin, c'est Bob. Parce que Bob, il n'avait pas besoin qu'on lui mette un truc dans la tête. Donc je pense que c'est pas anodin ce qui arrive à Bob plus tard dans le film. Fait que c'est le dernier personnage qui n'est pas totalement asservi. Et à ce moment-là, en fin de compte, quand Bob quand il arrive à Bob, je suis désolé là si vous voulez pas le spoiler, je pense que c'est un peu il fallait le venir avant. Fallait pas me faire confiance. Quand il arrive ce qu'il arrive à Bob, quelque part, ça montre que cette nouvelle société différente, qui est l'inverse de la société de consommation, est aussi intolérante contre les gens qui n'y sont pas que la société de consommation, justement. Donc c'est vraiment les dérives. Donc c'est là où je parlais de consommation, de surconsommation, mais là, consommer et surconsommer, ça n'a rien à voir. Et à ce moment-là, quand il crée le projet KO, quand il crée le Fight Club même, j'étais coupé. Donc quand il crée le Fight Club, ils font un peu l'amalgame entre consommation, entre société de consommation et de surconsommation. Voire, allez, on va dire d'hyper-consommation, parce que c'est vrai qu'on pourrait y aller. Puis bon, en réalité, super et hyper, c'est utilisé comme au-dessus par les magasins.
Vous savez, genre super... tiens, je vais utiliser un petit magasin. Il n'existe pas. Alors il y a épifié, il y a mini épifié. Il y a super épifié et encore plus gros, il y a le hyper épifié, voilà. Non, ah bah non, tout simplement les supermarchés, les hypermarchés. Je vais me compliquer la vie. Mais en réalité, hyper et super, c'est juste pas la même racine, mais ça veut dire la même chose. C'est juste que c'est très. C'est juste que c'est plus grand, quoi. C'est grand. Donc on va dire d'hyperconsommation quand même, parce que ça change un peu. Et donc cette société d'hyperconsommation, et ben j'ai encore perdu le fil de ma pensée. Cette société d'hyperconsommation et de consommation n'ont rien à voir. Parce que la société d'hyperconsommation fait consommer sans poser la question de ce qu'on consomme. Alors que la société de consommation dans laquelle je pense que je préférerais vivre que la société qu'ils veulent créer dans Fight Club, la société de consommation, ce serait plutôt consommer intelligemment. Pas aller voir le dernier Marvel au cinéma, trouver un autre moyen. Si on n'aime pas trop, si on le regarde juste parce que tout le monde regarde et pour pas être largué, ça va être pas prendre, pas acheter selon des pulsions qu'on aurait. Ouais, voilà. C'est pas. Le voilà, c'est un peu l'argument du pauvre. L'argument qu'on n'a plus d'argument. Ouais, donc là, c'est super table. Super table qui représente le yin et le yang. Bah, il peut se prendre une autre table. Il n'a pas à tout acheter. On n'a pas à acheter tout ce dont on a envie. Je vais prendre plutôt des exemples dans les jeux vidéo. Si vous avez envie de jouer à un jeu vidéo qui est très vieux et que l'achat de ce jeu vidéo, alors que vous n'avez pas envie forcément de l'avoir en boîte, l'achat de ce vieux jeu vidéo, il rapportera rien à ses créateurs et il transmettra aucun message qui dira j'ai envie de jouer à ça. Et là, donc là, il y a d'autres moyens. Je vais pas vous faire l'inventaire de tous les moyens que vous avez de jouer à des jeux gratuitement. Voilà. Consommer, il faut plutôt le transformer en un pouvoir et pas comme une forme de servitude. Que si on consomme sans se soucier des gens qu'il y a derrière, si on veut que ce qu'on consomme devienne plus dans la norme, et ben la société va devenir une société dont on n'a pas envie. Alors que si vous achetez un jeu un petit jeu, si tout le monde demain se mettait à acheter plein de jeux indés, on se met tous à acheter les jeux indés et on récupère gratuitement tous les triple A. Alors en boycott évidemment, il y a quand même des sociétés qui font des jeux triple A, qui font des choses merveilleuses. Je pense à en ce moment Monster Hunter World de Capcom.
Après Capcom, ils font pas que des bonnes choses, mais bon. Monster Hunter World est quand même un excellent jeu, et même apparemment tous les autres Monster Hunter, même si moi j'ai fait que Monster Hunter 4 Ultimate. J'ai 70 heures dessus. Je dis ça, je crois que j'ai 60 heures seulement. Mais c'est pas énorme pour un Monster Hunter. Mais et voilà, il faut soutenir ce dont on a envie. Il faut acheter ce dont on a envie plus tard et pas ce dont on a envie dans l'immédiat. Si on achète ce dont on a envie dans l'immédiat, on en aura plus tard. Même si on n'en a pas envie, même si on n'a pas envie d'en avoir plus tard. Si vous achetez un pot de Nutella, même en disant oui mais j'ai envie d'en avoir là, je sais que c'est pourri. Il y en aura rapidement encore plus. Ça va donner du pouvoir à Nutella, qui va en faire encore plus de pubs pour donner envie aux gens d'en acheter et pour qu'ils aient besoin d'en consommer immédiatement. Mais la consommation, le pouvoir qu'on a de consommer, c'est peut-être pas un pouvoir immédiat justement. C'est vraiment un pouvoir à long terme. C'est le pouvoir qu'on a en boycottant par exemple. Et ça, Fight Club le montre pas, mais c'est des questions que je me suis posées après avoir vu le film. Parce que si la société de consommation, enfin d'hyperconsommation ne fonctionne pas, et qu'une société un peu fasciste qui vit dans le cadavre qui vit dans la société de consommation, ces deux sociétés, moi j'ai pas envie d'être dans ni l'autre. Le projet Chaos, tout le monde finit par y être. Et c'est un peu montré ce qu'il y a entre deux extrêmes, quoi. Est-ce qu'on est communiste ou on est capitaliste ? Bah non, j'ai pas envie d'être. Je trouve que le capitalisme, le consumérisme, c'est pas. Dans le consumérisme, il y a consumé, tiens. Le consumérisme, c'est pas une bonne chose, alors qu'il découle du capitalisme. Et le communisme, comme on connaît, qui est de tout partager, ne plus rien posséder, finalement, c'est aussi c'est un peu perdre son identité quand même. Et je pense pas que dans notre monde actuel. Si on n'a plus rien à quoi se rattacher, comment est-ce qu'on peut avoir une personnalité qui dure ? Après, je sais très bien qu'on change beaucoup. Là, je suis même pas le même qu'il y a un an. Je suis pas le même qu'il y a une semaine. Je suis pas le même que quand j'avais 6 ans. Et vous non plus. Mais si on n'a rien à quoi se rattacher, donc surtout les États-Unis. Là, je pense à un truc, j'y avais jamais pensé avant. Mais vu que le projet Chaos est anticapitaliste, est-ce que le projet Chaos est un peu communiste ? Ça fait un peu ça en fin de compte, qu'ils finissent par vivre tous dans la même maison. J'ai l'impression qu'ils partagent tous. Ils sont dans. Et ouais, ça, il devait avoir un esprit de groupe. Parce que je sais plus qui a dit ça, mais l'esprit de groupe, je crois que c'est connu. L'esprit d'équipe fait un esprit divisé par tout le nombre de membres de l'équipe. Prenez des joueurs de foot, vous prenez un esprit, une personne normale, et vous le divisez par 20. Et ça, c'est l'esprit d'un joueur de foot. C'est pas totalement vrai, forcément c'est une blague, hein. Je vais pas apprendre que c'est l'humour. Puis il y en a peut-être qui en auraient besoin. Je vais pas me lancer là-dedans. Mais ouais, ils finissent par avoir un esprit d'équipe.
par ne plus devoir tout contrôler, comme un moment, il y a Tyler laisse la voiture partir. Il la laisse rouler, il continue à accélérer sans toucher au volant. Donc ça pareil, niveau métaphore, ça se pose là, quoi. C'est continuer à avancer sans savoir où on va. Sauf que je pense quand même qu'on a besoin de savoir où on va. Même si on ne le saura jamais. Je sais pas ce que je fais demain. Je sais pas où je serai dans un an. Je sais pas où je serai, encore moins où je serai dans 10 ans. Je sais pas qui je serai quand je serai en train de mourir. Donc, mais pourtant j'ai besoin de me créer des histoires. J'ai envie, j'ai besoin de savoir où je vais aller. C'est un besoin quelque part. Ouais, si, on a tous besoin de savoir où on veut aller, et là dans leur société qui est menée par Tyler, bah, ils savent plus trop où ils vont. Ils savent plus, et ils ont pas besoin, parce que c'est le groupe qui gère tout. C'est pas une seule personne. C'est pas... Quoique, une seule personne qui gère tout. C'est pas forcément la meilleure chose. On voit en ce moment. Avec les gilets jaunes, tout ça. Macron, les pouvoirs. Des mots balancés comme ça. Sans trop en parler. Mais on a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir d'où on vient. Et la nouvelle société qu'ils veulent créer, qui est pas un peu, qui fait un peu plus que ça, peut-être un peu plus qu'un peu au communisme. Et peut-être que ce que montre le film, c'est ce que si j'y ai été vachement réceptif, et qui nous apprend rien qu'on savait déjà. D'ailleurs, ça je l'ai lu il y a pas longtemps. Là, je suis en train de lire La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, et c'est très bien. Et alors, pourquoi j'en parle? Je sais même pas si c'est là-dedans en fait. Je crois que quelqu'un dit au scribe: est-ce que tu as déjà appris quelque chose? Est-ce qu'avec ça tu as appris quelque chose que tu ne savais pas avant? Et la réponse c'est que non. Il avait rien appris qu'il ne savait pas avant. Est-ce que c'est dans La Horde du Contrevent, dans autre chose que j'ai lu depuis? Non, c'est pas du tout dans La Horde du Contrevent, je vous dis n'importe quoi, c'était en 1984. Et 1984, il y avait quelques phrases comme ça. Et enfin, quelques passages vraiment intéressants comme ça. Il lit un livre écrit par le grand révolutionnaire, le grand opposant politique au pouvoir, alors que c'est interdit. Il y a une pensée unique en 1984, la pensée du Big Brother, du parti. Et il lit ce livre, et plus tard, je vais pas vous spoiler le bouquin, mais à un moment on lui demande, quelqu'un lui demande: est-ce que tu as appris quelque chose que tu ne savais pas avant? Et la réponse c'est que non, il savait tout ce qui était écrit dans le livre, il le savait déjà, mais c'était juste formulé. Et Fight Club, pour moi, ça a été un peu ça. Ça a été vraiment des choses que je savais déjà avant, vraiment formulées. Formulées en fait après mon premier visionnage. Parce qu'après mon premier visionnage, j'étais vraiment
société de consommation, il faut totalement arrêter. Je me suis mis à imaginer que j'allais me mettre à me battre avec des gens de mon collège à l'époque. Mais c'est pas du tout ça que dit Fight Club. Justement, Fight Club est pas un film de boxe. Il vous dit pas allez vous fighter avec des gens dans la rue au hasard. Il vous dit pas d'aller vous battre de manière littérale mais métaphorique. Je l'ai déjà dit. Mais plus que ça, dans Fight Club, il dit pas que le projet Chaos c'est une bonne chose. Alors que la première fois que je l'avais vu, pour moi, c'était ça. C'était une bonne chose, le projet Chaos. Il fallait le mener à terme. Il fallait tout détruire. Il fallait recommencer à zéro, créer une nouvelle société. Il fallait le faire comme les gens du projet Le Chaos disaient. Comme les gens du projet Chaos le disaient. Alors que le film a 20 ans quand même. Et pourtant, le projet Chaos, on l'a jamais vu. Et donc après mon premier visionnage, j'ai été comme ça. Et plus tard, peut-être 6 mois après, un truc comme ça, je l'avais vu pour la deuxième fois. Et c'est là peut-être plutôt que après en y repensant que j'ai... D'ailleurs, la deuxième fois que j'ai vu le film, j'ai commencé à me rendre compte qu'il avait bien plus à apprendre que ce qu'on pouvait y penser de prime abord. Il y avait bien plus de choses, et en fin de compte, ouais, je regarde Fight Club en fait peut-être plutôt pour le disséquer, pour comprendre ce qu'il y a dedans, pour essayer de voir, tiens, il y a d'autres métaphores, il y a d'autres petits trucs, petits détails. Et effectivement, à chaque fois j'en revois et j'en vois apparaître. Je vois l'ombre de certains apparaître. Donc ces détails dont je vois l'ombre apparaître, c'est les détails que je chercherai quand je reverrai le film. Même en lisant le script, il y a d'autres trucs que j'ai découvert, hein, c'est un peu des petits détails qui, la plupart du temps, ajoutent. Alors, soit ça ajoute un petit truc en plus, soit ça ajoute un degré de complexité. Par exemple, il y a une théorie sur Marla Singer que j'aime beaucoup. Et là, la dernière fois que j'ai vu le film, c'est la première fois que je regardais le film avec cette théorie-là en tête. Mais j'y ai pas beaucoup prêté attention, franchement. Mais c'est pas inintéressant. Et là, encore une fois, je suis parti d'où je ne sais plus. Alors là, les théories... Ah voilà, j'ai revu le deuxième film. Et comme je vous expliquais la première fois que j'avais vu Fight Club, je voyais plutôt comme la solution pour lutter contre la société de consommation qui nous enferme, qui fait de nous des esclaves. C'est cette société, ce projet Chaos où on va tous aller se mettre à se battre dans des fight clubs et détruire la société. Mais plus tard, voilà, justement, quand j'ai revu le film une deuxième fois, j'ai commencé à voir que c'était pas exactement ça. C'était peut-être même plutôt le contraire, dire il ne faut absolument pas faire ça pour lutter contre la société de consommation. C'est une très mauvaise chose. Voir que on est contre quelque chose et on va faire quelque chose d'encore pire. On est contre la société actuelle et on va faire une société qui est encore pire. Et moi, ce que je m'étais déjà formulé plus ou moins avant, c'est il y a des trucs bien dans le capitalisme. Je veux pas perdre ma société de consommation. Je veux continuer à pouvoir m'acheter les bouquins, les bouquins que je veux, les jeux que je veux. Pouvoir si j'en ai envie aller prendre un film, aller au cinéma voir un film un peu méconnu qu'on pourrait pas trop le faire dans une société où on partagerait tout, même il y a plein de films qui n'existeraient pas parce qu'on pourrait pas les faire. Et le cinéma, que ce soit le grand ou même le plus modeste,
il est permis justement par cette société de consommation. Et je m'étais dit aussi que quand j'avais découvert un peu avant de voir Fight Club, en fin de compte, peut-être quelques mois avant, j'avais découvert ce que faisait Jules. J'avais regardé tous les 36-15, j'avais trouvé ça génial. Donc après, j'étais allé regarder son nouveau truc, Mes Chers Contemporains. Mes Chers Contemporains, c'est très bien aussi, j'ai appris plein de choses, plein de nouvelles. Notamment que Jules était communiste. Et à ce moment-là, je m'étais dit, finalement, c'est peut-être pas... Enfin, même, on ne me l'avait jamais présenté encore, le communisme, parce que je ne l'avais pas encore étudié cette année-là. Je l'ai étudié un peu plus tard dans l'année. Et vraiment, ce qu'on nous montre, c'est le communisme, c'est une horreur. Et ce qu'on nous montre, c'est pas vraiment le communisme, c'est une société... Enfin, une société... J'utilise encore le même terme, mais c'est un régime c'était juste parce que c'était un régime autoritaire que ça fonctionnait si mal. Mais peut-être que le communisme fait qu'il y aura toujours des dirigeants pour en prendre avantage, quoi, pour en tirer avantage. Dans n'importe quel système où on doit tous être égaux, il y aura toujours des gens qui seront plus égaux que les autres. Voilà, c'est une petite citation de Coluche. Non, peut-être que Coluche en a déjà parlé. Je me perds dans mes citations. Non, dans la ferme des animaux. C'est un super livre. D'ailleurs, j'ai parlé de 1984, mais La ferme des animaux est très bien, est excellent aussi dans les livres de George Orwell. Je vous conseille énormément. Et enfin, donc, c'est une ferme où les animaux se rebellent et ils créent un régime communiste. Et dans les lois, au début, ils écrivent que tous les animaux sont égaux. Ils écrivent une petite série de lois. Et voilà, là, je vais vous spoiler, mais bon, il y a tellement d'autres choses. De toute façon, la fin d'un film ou d'un livre c'est pas forcément le plus important. C'est le chemin à parcourir pour le découvrir qu'il est. C'est pour ça que Fight Club, malgré la révélation finale, je prends toujours un énorme plaisir à le voir. Et même si j'avais su avant de voir le film pour la première fois ce que c'était, j'aurais une claque quand même. D'ailleurs, j'ai eu une claque quand même. J'ai quand même eu une claque en regardant le 6e sens, alors que je connaissais déjà la fin. À la fin du 6e sens, il se passe un truc. Bon, voilà, il se passe un petit truc, une petite révélation qui est très connue maintenant. Et donc, j'avais été spoilé, quoi. Et j'étais quand même éclaté devant le film. J'ai quand même trouvé que c'était un film excellent. Tout ça pour dire que dans La ferme des animaux, alors qu'au début, quand ils écrivent leurs règles après leur loi, après s'être rebellés de leur maître du fermier, la loi c'est tous les animaux sont égaux. Et ces lois évoluent, il y en a qui se rajoutent, il y en a qui disparaissent, et il finit par rester plus qu'une seule loi. À la fin du livre, tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Et c'est à cause de ça je pense que le communisme ne fonctionne pas, justement. Qu'il n'a pas fonctionné. Alors après, franchement, je pense que ça pourrait fonctionner, mais justement, je vais vous expliquer un peu ce que moi j'avais été formulé. Donc j'avais pensé que le communisme, c'était quand même une bonne chose. Et un peu pour ça, quelque part, parce que il y a eu que des régimes autoritaires. Et ce que j'avais fini par me dire, c'était il faudrait un juste milieu. Et c'est exactement ce que Fight Club formule, en fin de compte. C'est pas de dire qu'il faut ce régime un peu fasciste, un peu anticapitaliste, donc qui est une sorte de un communisme qui dit pas son nom dans Fight Club.
Ça, je l'ai réalisé il y a quelques minutes. J'avais déjà dû y penser avant. Mais Fight Club, c'est montrer vraiment deux extrêmes. Et pour qu'on puisse se dire, faut ni l'un ni l'autre. Il faut quelque chose de bien. Quelque chose de bien, ce serait quelque chose qui serait entre les deux. Une société où on n'est pas où on n'est pas esclave de nos objets. Nos objets ne nous possèdent pas. On se remettrait à posséder des objets parce qu'on les a choisis intelligemment. Et c'est ça, je pense que tout ce que voit Fight Club. Et là, d'ailleurs, je vais peut-être me mettre à spoiler parce que ça fait 1h15 que je parle comme ça, et à se mettre plein de E et quelques parenthèses de temps en temps. Donc, même si la fin de Fight Club ne vous gâchera pas le film, si jamais déjà vous avez tenu, si jamais vous avez trouvé cette vidéo, je sais même pas ce que je vais en faire. En tout cas, si jamais vous avez trouvé ça et que si jamais il y a quelqu'un qui m'entend en ce moment, eh bien vous pouvez partir. Quand même. non, vous pouvez pas partir. Vous pouvez partir si vous n'avez pas vu le film. Parce que même si la fin de Fight Club n'est pas si importante, ne gâche pas la fin, ne gâche pas le plaisir de voir le film. C'est quand même bien mieux, je pense, de découvrir le film comme ça, pour avoir deux points de vue différents sur le film. Pour avoir le point de vue quand on ne sait pas ce que c'est que ce film, ce que c'est en réalité, et le point de vue quand on le sait, quand on a vu la fin, tout simplement. Et donc au revoir. C'était un plaisir. Et si jamais vous avez écouté jusque-là en prenant le plaisir à m'écouter, c'est fou. Parce que je pensais absolument pas, et là je sais même pas en fin de compte si je vais publier ça. Je sais pas si si le monde finira par découvrir ça. Mais en tout cas, au revoir et merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire que vous voulez en avoir un nouveau podcast dans ce genre-là. Même si pour l'instant j'en doute. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Bye. Et rebonjour à tous ceux qui ont vu le film. Ceux qui n'ont pas vu le film et qui n'ont pas mis sur pause assez rapidement. Et donc la fin du film, donc en réalité Tyler est juste une création du narrateur, même si Tyler est dans la tête du narrateur. Il y a eu un dédoublement de personnalité, et c'est ce que je trouve finalement peut-être de plus beau et qui rend à mes yeux le film poétique. C'est quelqu'un qui fait créer une personnalité qui pendant ses insomnies, contre la société de consommation, une personnalité qui était ce qu'il voulait. Et c'est en fin de compte, c'est son rêve qui devient réalité quelque part, Tyler. Et c'est réellement son rêve. C'est son rêve qui se matérialise. C'est son rêve qui se m'a parlé. C'est la personnalité qui rêvait d'avoir, qu'il finit par avoir. Alors qu'il était enfermé dans la société de consommation, en pensant que c'était ce qu'il voulait. C'est ça le plus terrible. Il voulait y être dans cette société de consommation, et en réalité, à l'intérieur de lui, il fait créer une personnalité parce qu'il n'avait pas envie. Ce dont il avait réellement envie, c'était de s'en libérer, parce que ça commençait à l'étouffer. Dès que
J'ai même pas parlé de son travail au narrateur. D'aller voir les accidents de voiture, donc elle a plein d'accidents et savoir s'il y a un rappel, si la voiture est assez mal foutue, même si c'est un problème technique de la voiture, et bah il y a certaines conditions, il va trouver certains coefficients pour obtenir un nombre. Et si ce x est inférieur au coût d'un rappel, alors la voiture n'est pas rappelée. Je pense que je n'ai pas été clair, mais du tout. Mais bon. En gros, la marque de voiture. Il y a une marque de voiture, et si cette marque de voiture a des voitures qui fonctionnent pas, et elle en a toujours qui fonctionnent pas, sauf qui vont plus loin que ça, qui vont carrément aller jusqu'à tuer les gens qui sont dedans parce qu'elle a été mal foutue. Et le coût du rappel, savoir s'ils vont, enfin pas le coût du rappel, j'y viens après, pour savoir si la marque va rappeler des voitures, va rappeler tous les véhicules, et elle va essayer elle va se demander combien ça lui coûterait si elle rappelait toutes les voitures, ou si elle devait rembourser tous les accidents. Donc c'est là que ça devient croustillant quand même, et que c'est une compagnie qui est vraiment basée que sur l'argent, que même la vie des gens est moins importante, comme beaucoup de sociétés en fin de compte. Au bout d'un moment ça devient un monstre, une société, alors que les gens qui sont dedans ne le sont pas. C'est le drame de la vie. Et comme dirait Marla Finger. Comme dirait Marla Finger, pas du tout. C'est juste qu'un voilà. Je m'embrouille là, je commence à vraiment fatiguer. Même si au début je crois que je faisais pas tellement mieux. Dans la vie, on peut mourir à chaque instant. Le drame de sa vie, disait Marla, c'est qu'elle ne mourrait pas. Et donc, même s'il y a des gens qui meurent, dans cet accident, ça ne va pas du tout être pris en compte. Ce qui va être pris en compte dans leur calcul, c'est de savoir combien vont leur coûter ces gens morts. en procès, je pense, même si c'est pas précisé. Et je pense que vraiment que c'est ça. Combien va coûter le... Combien vont coûter les... Ce qui va suivre, ce qu'il faudra payer pour aller contre. Non, je raconte n'importe quoi. Combien il faudra payer pour couvrir la mort de ces gens, et combien il faudrait payer pour rapatrier et rembourser tous les véhicules. Donc, peu importe combien de gens meurent, ça va être plutôt selon le prix c'est selon un prix. Selon un prix donné sur la vie de ces gens. Et les sociétés de consommation fonctionnent vraiment comme ça. Donc, je parlais de son job.
Et ouais, avec tout ça, il dort plus. D'ailleurs, je ne dormais plus. Quand on est insomniaque, tout est une copie. Je crois que c'est pas dans cet ordre-là. Je crois que les deux répliques sont vachement plus éloignées. Mais j'avais envie de dire tout est une copie. On pourrait aller vachement plus loin. Mais cette phrase est vraiment vraie. D'ailleurs, une copie d'un mot. C'est vraiment vrai. Au jour d'aujourd'hui, tout est vraiment vrai. D'ailleurs, rien n'est vraiment vrai. Tout est vraiment faux. Parce que tout est faussement faux, ça s'annule. Donc c'est pas génial. Mais à ne plus dormir, il finit par se créer une nouvelle personnalité. Il finit par créer Tyler. Tyler, si vous avez pas remarqué, mais je pense que vous avez dû le voir quand même. On le voit en image subliminale 6 fois dans le début du film avant de le voir vraiment. Avant de le voir pour la première fois. Tyler Durden qui se crée dans sa tête quand il dit tout est une copie d'une copie d'ailleurs par exemple. On voit Tyler qui apparaît pendant une image. Donc déjà il commence par se rendre compte parce que le début du film c'est ça en fin de compte. Le narrateur voit le monde, ou Jack comme vous voulez. Le narrateur commence à voir le monde tel qu'il est vraiment, de voir son monde. Et son monde est pas terrible, alors il crée Tyler. Tyler, on ne voit pas qu'il apparaît, finalement, on le voit vraiment, il le croise. Il finit par le croiser dans un aéroport, alors qu'il va dans le sens inverse de lui. Dans un escalator, je crois. Ça a aucune importance. Puis elle va vraiment le rencontrer dans son avion. Donc dans son avion qui fait partie de son job. Jusqu'à ce que son appart crame. Donc ce qui signifie qu'il a cramé son appart juste après avoir rencontré Tyler. Il a... d'ailleurs, il y a même un truc avant. Il rencontre Tyler, donc sa personnalité de Tyler commence à s'imposer, à exister. Et à ce moment-là, il va sortir de l'avion peu de temps après, et sa valise est détruite. Et ça, je pense que c'est déjà une manifestation de Tyler. Il détruit tous ses habits. Il arrive à rentrer chez lui et son appart brûle. Donc ça signifie qu'il a fait cramer son appartement. Donc là, il détruit tout pour mieux recommencer. Il se libère de la société de consommation. Et voilà, c'est ça. Et donc tout ça pour en venir au fait que la poésie de Fight Club, c'est... Comment résumer Fight Club dans sa globalité? Fight Club, c'est l'histoire d'un homme qui se crée une personnalité qui... Je pense que c'était mieux dans ma tête. Qui se crée une personnalité qui va le libérer de la société de consommation, c'est vraiment ça. C'est Fight Club, c'est l'histoire d'un homme qui se libère de la société de consommation. Même on peut aller même plus simple comme ça. Parce que avant, si on n'a pas vu la fin du film, je pense que si vous avez vu le film, tout le monde a vu la fin du film. On s'arrête pas 20 minutes avant. En général, surtout pour Fight Club qui nous tient bien, quoi. Il y a pas une scène, il y a même pas une scène
où il se passe moins de trucs, où il se passe rien en Fight Club. Et donc on arrive à la fin. Tyler, c'est le narrateur. Tyler, c'est Jack. Donc là, on peut se mettre à dire, et il faut pas trop le dire aux gens qui ont vu Fight Club, parce que c'est pas exactement ça. Le dire aux gens qui ont vu Fight Club, c'est un homme en libère un autre de la société de consommation. Ce qui est une histoire des sympa. Mais ce qui le rend poétique, c'est vraiment un homme se libère de la société de consommation. C'est lui-même qui fait tout. Tyler n'existe pas. Il n'y a que le narrateur. Tout ce que fait Tyler, en réalité, c'est le narrateur. Donc le narrateur apprend. Il apprend à se libérer de la société de consommation, et il le fait. Et donc voilà, un homme esclave de la société de consommation s'en libère. Et je vais vous laisser sur ça. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire sur Fight Club en fin de compte. J'ai très peu parlé de Marla, très peu parlé même des groupes d'entraide qu'on voit pourtant très tôt. J'ai un peu parlé de l'insomnie, pas mal. J'ai quand même pas mal parlé du Fight Club, du projet KO. Ouais, je pensais pas du tout faire 1h30 en commençant. Je pensais que j'allais faire 10 minutes max. mais non. J'avais envie d'en faire plus, mais je me rends compte que pour beaucoup parler, il faut aussi, pour beaucoup dire, il faut aussi beaucoup parler. Et donc, si vous voulez conseiller Fight Club à quelqu'un qui l'a déjà vu, qu'il l'a vu il y a longtemps peut-être, il s'en souvient pas, qu'il voit qu'un film de boxe par exemple. Un film de boxe qui est associé de consommation, c'est pas bien. Et dites-lui Sophie, Fight Club est un film sur un homme qui se libère de la société de consommation. Je vous laisse là-dessus. Au revoir tout le monde. Stop. With your feet on the air, your head on the ground. Try